J'ai rencontré Anaëlle en 2019. J'ai l'impression que c'était un autre monde. Enfin, en vérité, c'était un autre monde. Parce qu'il s'est passé entre-temps 1000 choses. J'ai rencontré Anaëlle qui parlait de bijoux de scène, si je me souviens bien. Elle a été une de mes premières victimes du podcast parce qu'on a testé beaucoup de discussions ensemble et je dois reconnaître que le son n'était pas torride, donc il n'est jamais passé. Mais là, je suis heureuse de rencontrer. D'abord, je suis Anaëlle depuis plusieurs années. Elle fait des choses qui sortent de l'ordinaire, ce qui me va encore mieux. Elle est toujours dans le domaine entre l'histoire et les bijoux. Et ça, c'est quelque chose, c'est ma tendance de curiosité. Elle a cette curiosité aussi. Je trouve que ça, c'est assez extraordinaire. Anaëlle, je vais te demander de me parler de ton parcours. Et pourquoi est-ce que je vais insister un petit peu là-dessus ? Parce qu'il est assez extraordinaire. Et je sais que toi, tu en sors un petit peu là. Tu vas nous préciser tout ça. Et j'aimerais que tu nous dises ton parcours, comment tu l'as vécu et un petit peu comment ça s'est passé et vers où ça te mène maintenant. Bonjour Anne, ravie de te revoir après plusieurs années suite à notre discussion. Je suis ravie d'être là ici aujourd'hui pour te parler de mon parcours qui est assez court à l'échelle qui est assez long à l'échelle de ma courte vie, mais voilà, plein de rebondissements et je vais avoir plaisir à le partager avec toi aujourd'hui. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en 2019, donc le monde d'avant, le Covid peut-être. Et à ce moment-là, peut-être, il me semble, tu m'avais rencontré à l'occasion des Journées Jeunes Chercheurs, la première édition des Journées Jeunes Chercheurs de la maison de l'école des arts joailliers mécénée par Van Cleef & Arpels à Paris. Et j'avais eu le plaisir d'être invitée par l'équipe de chercheurs dirigée par Guillaume Glorieux pour présenter mes recherches de thèse, parce qu'à ce moment-là, ça faisait quelques années que je faisais ma thèse, que j'ai commencé en 2017, et c'était donc avant le Covid. Et par la suite, de nombreuses péripéties et aventures me sont arrivées, comme à nombre d'entre nous, et j'ai terminé cette thèse récemment, au mois de novembre, je l'ai soutenue, novembre 2024, donc assez récemment. Et je vais donc te raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis. Quand on se rencontre, toi tu présentes, c'était la première fois que tu parlais de ta thèse, tu avais déjà le sujet, il était bien défini. Oui. Et donc tout le travail des années qui ont suivi a été axé sur cette thèse. Alors oui, mais pas que, puisque j'ai aussi travaillé dans un musée, je vais te le raconter. Ok, je t'écoute. Non, ça faisait depuis 2017 que je travaillais sur ce sujet, donc sur les bijoux de scène, de théâtre, d'opéra, de music-hall, d'inspiration orientale, donc vraiment le bijou de scène orientaliste entre 1870 et 1914, donc Troisième République, fin 19e siècle. Et j'ai eu le bonheur en 2017, en Master 2, alors que j'étais à la Sorbonne, de faire un stage d'une année au sein de la bibliothèque musée de l'Opéra Garnier, qui a des collections de bijoux absolument magnifiques, bijoux de scène anciens, 19e siècle. Qu'ils ont ou restaurés ou qu'ils ont gardés juste en l'état. Des fois, même en l'état, ça peut être... Tout à fait. En 2017, ils étaient en dormance. Ils étaient absolument dans des cartons. Ils n'avaient pas intéressé grand monde depuis des années. Et c'était donc l'occasion de retravailler dessus, de les exhumer, de faire un travail scientifique sur leur style, sur leur fabrication, sur les métiers qui ont contribué justement à leur fabrication, et faire des parallèles éventuellement avec les maisons de haute joaillerie de l'époque, 19e siècle et Belle Époque. Et donc j'ai commencé ce travail en 2017, et en 2019, quand on s'est rencontrés et que je suis intervenue chez Van Cleef, ça faisait déjà plusieurs fois, à l'occasion des festivals d'histoire de l'art de Fontainebleau notamment, au château de Fontainebleau, où j'avais pu partager mes découvertes et mon travail. Mais chez Van Cleef, c'était vraiment la première communion avec le monde de la haute joaillerie. Et j'en suis très heureuse puisque c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être l'un des professeurs de l'école des arts joailliers et de dispenser mon savoir maintenant de docteur en histoire de l'art autour des bijoux au sein de cours, mais également dans le cadre de visites guidées, d'expositions que l'école propose.
Comme en ce moment, la Perle. Tout à fait. Paris, capitale de la Perle, qui est une exposition qui a ouvert en novembre dernier et qui est visible jusqu'en juin prochain. Juin, C'est exact. une très belle exposition. Beau sur la succès. Perle. Tout le monde, elle a un beau retentissement, je trouve, cette expo et puis l'objet des choses. Et alors, ça rejoint aussi parce que dans l'œil, là, quand tu parles, je vois les bijoux de Sarah Bernard qui sont exposés. C'est grâce à toi. À quel endroit? Tu sais, Sarah Bernard, elle a porté un médaillon avec de l'émail et des perles, et il est exposé en ce moment sur... Non? Ah non, je confonds. L'École des Arts Joailliers a proposé une exposition juste avant, en effet, sur les bijoux de scène de la Comédie Française. Bon, bah voilà, je me mélange là, moi. Possible. Mais en tout cas, cette exposition présente n'a plus de lien du tout avec la scène. Okay. C'était vraiment celle d'avant. Celle d'avant. Non, il ne semble pas qu'on ait de bijoux d'actrice. Mais il y avait bien le Sarah Bernard en émail, avec un joli... C'était une sorte de gros médaillon à porter sur un corset. Enfin, je le retrouve. Parce que j'ai trouvé très joli. En très bel état. Oui. Et ben, ils ont été restaurés à l'occasion de l'exposition. Ah ouais. Il y avait des bijoux d'autres actrices. Je pense à Julia Barthé, qui était la grande adversaire de Sarah Bernard, ou encore Rachel Félix, qui était une très grande tragédienne de l'époque romantique à la Comédie Française, qui a été vraiment la vedette de cette institution. De Max, qui était un grand acteur aussi du début du XXe siècle. Alors là, on peut partir et être... Ouais, voilà. Mais parle-moi de cette thèse-là, qu'on comprenne bien. Comment tu travailles? Qu'est-ce que ça représente comme travail? Parce que c'est des années de recherche, de travail, après pour la soutenir. Comment tu t'y prends et ce thème-là, comment tu l'as trouvé? Comment est-ce que, dans ton parcours, comment il vient à toi? Parce que c'est pas fréquent, ce thème-là. Tout sujet de thèse est inédit, innovant. Le but est vraiment de trouver des choses qui n'ont pas été encore découvertes. Et j'avais même pas prévu, à vrai dire, de faire une thèse de doctorat, pas du tout. J'étais partie au départ sur l'idée d'être conservateur de musée. J'aime le contact avec les objets, faire des recherches sur les objets, essayer de comprendre leurs secrets, leur histoire, d'où ils viennent, qui les a légués à une institution, comment ils se sont retrouvés sur le marché de l'art. C'est vraiment ce genre de choses qui m'intéressent. Je trouve que c'est une curiosité incroyable. C'est ça, il faut être passionné et curieux pour ce genre de métier. Mais finalement, j'ai pu exercer le métier de conservateur pendant ces années de thèse, en fait. Ok, tu es sur quel musée? Alors j'ai été recrutée pour mon grand bonheur par un musée que j'aimais beaucoup. C'était en 2020, donc quelques mois après qu'on se soit vu chez Van Cleef. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le Marais, m'a recrutée comme conservateur junior, comme apprenti curator, comme on dit. J'adore le mot, apprenti. Voilà, tout à fait. Comme dans la joaillerie presque, et pour travailler sur les collections de Judaïka. Les Judaïka, c'est l'orfèvrerie essentiellement, et les objets de culte juifs qui sont utilisés dans le cadre du culte. Le musée, le MAJ, le musée du judaïsme de Paris, en a une très belle collection, assez ancienne, avec beaucoup de pièces qui datent du 19e siècle. Et donc j'y ai trouvé beaucoup de parallèles avec mon sujet d'étude de thèse, la bijouterie de scène ancienne, de la même époque, puisqu'il y a beaucoup de métal, il y a une imitation des pierres précieuses, il y a beaucoup de parallèles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut dire que quand on s'était parlé en 2019, le pourquoi de notre intérêt mutuel, c'est que on est sur un métal des fois qui est peut-être précieux ou pas. Ça peut être du maillechort, du laiton, des choses comme ça. Mais on est sur des matières genre pour les gemmes qui peuvent être précieuses ou pas. Mais par contre, on est sur un savoir-faire d'artisan. Et c'était ça qui était la plus grande découverte, je dirais, dans ce que tu me disais et me racontais dans ces bijoux de scène, c'est que ce soit pour 2 heures de scène, en fin de compte, il y avait eu un artisan derrière qui aurait fait la même chose pour un bijou pour la place ou pour autre chose. Et d'ailleurs, il y avait certaines fois des
Des artistes, des bijoutiers qui ont à la fois travaillé pour la ville et pour la scène. Exactement. On retrouvait ce croisé comme ça. Et là, pour des bijoux de culte, c'est la même chose. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais souvent, ça dépend du commanditaire. Mais souvent, les communautés n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des objets de culte en or, émaillés sertis de pierres précieuses ou émaillés d'une très grande qualité. Donc ça peut être des imitations. Et c'est là qu'on retrouve des orfèvres qui travaillent à la fois pour la scène et à la fois pour le culte. C'était assez fréquent à Paris à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'ère industrielle. D'accord. J'ai retrouvé des traces dans les archives par rapport à ça. Et les archives, tu les avais dans le musée ou les archives, tu avais les objets, entre guillemets, signés ou pas signés? Jamais signés. Jamais. Et tu arrivais à comment les replacer dans une entreprise, par rapport à un artisan, Ça a été un travail colossal. Rien que d'y penser, moi là je suis perdue. Je me dis mais comment tu commences le truc, où tu trouves ton fil pour aller les repêcher? On tricote au fur et à mesure notre fil et ça m'a pris vraiment des années. J'ai fait ma thèse sur 7-8 ans. La dernière année et demie a été consacrée à la rédaction, mais avant c'était vraiment de la recherche. Alors j'ai eu accès déjà avant tout aux archives de la Comédie Française ou aux archives anciennes de l'Opéra Garnier, également de l'Opéra Comique. Je me suis rendue à Londres également pour avoir accès aux archives de la Royal Academy of Dance, de l'Opéra de Londres. J'ai aussi travaillé sur les archives de la Scala de Milan. Et donc c'est vraiment les grands théâtres, les grands opéras français et européens du 19e siècle. Donc tu arrives en leur disant, voilà, moi j'ai une période qui m'intéresse, un style qui m'intéresse. Le style on voit après. Le style on voit après, c'est juste la période. Ça va être essentiellement les cahiers de compte, par exemple. Les cahiers de compte, c'est à la perle près, toutes les institutions vont recenser ce qu'elles ont acheté et ce qu'elles ont payé, c'est-à-dire la main d'un artisan, elles ont payé un fournisseur. Et donc tout est consigné. Et ces livres extrêmement ennuyeux, si on peut dire. Oui, c'est comme les livres de police, c'est pas facile à lire. Il faut les faire parler, c'est le principe des archives. Et c'est ce que j'ai adoré faire et retrouver quel bijou a été fabriqué pour quel acteur, à quel moment, pour quel spectacle, quand est-ce qu'il a été réutilisé, retravaillé dans le cadre d'un autre spectacle. Est-ce qu'il est encore existant aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une photographie qui représente ce bijou avec l'acteur qui le porte ? Oh, génial. Ah oui, bien sûr. Et donc, est-ce que je peux te demander, je souhaiterais savoir dans quel état sont ces bijoux et est-ce que les autres, toutes ces institutions qui sont quand même très connues, les ont bien gardées, en ont pris soin ou est-ce que c'était vraiment... Comment ça se passait ? Parce que... Alors là, on parle Opéra Garnier, on parle Comédie Française, on parle Opéra Comique. C'est vraiment les plus grandes institutions de France, pour ne citer que celle-ci. Il faut savoir que le bijou de scène avant toute chose est le matériel de travail des costumiers et donc un matériau qu'on doit utiliser sur scène avant tout, qui fasse de l'effet et qui est destiné à être cassé, réutilisé, remonté dans sa vie. Et donc l'idée qu'on a aujourd'hui de patrimonialisation, de faire attention à ces objets anciens, n'est évidemment pas du tout dans la tête des artisans qui les utilisent et qui les créent à l'époque. C'est un objet qui est censé être utilisé et détruit, point à la ligne. Ah ouais. Et donc c'est une chance, il faut le réaliser, une chance énorme de pouvoir voir des bijoux dans leur jus de l'époque, encore aujourd'hui, et il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à tout ce qui a été créé dans toutes les salles de spectacle. Et Paris était la capitale, la ville spectacle, à la belle époque, à la fin du 19e siècle. Il y avait un foisonnement de théâtre. On le voit dans Paris, il y a des anciennes, des devantures qui l'indiquent. Les colonnes Maurice, où il y avait les affiches, ces fameuses colonnes qu'on trouve dans le mobilier urbain, où il y avait toutes les affiches de spectacle. Non, Paris était la ville spectacle par excellence. Il y avait des spectacles absolument tout le temps, et donc des costumes et des bijoux. Donc, on est sur Paris, la période des théâtres, et toi, tu accèdes aux archives. J'accède aux archives et j'essaie de les faire parler. Et on y arrive, mais ça prend un temps monumental. Bah oui, tu dois en même temps retrouver physiquement, retrouver les livres de compte, faire le mixte, faire la juxtaposition,
retrouver l'historique. L'identification, le regroupement, mais j'ai pas réussi à le faire pour tous les bijoux, c'est impossible. Et je l'ai fait Sacré boulot. beaucoup de bijoux. De certaines collections plus ou moins célèbres, plus ou moins connues, qui méritaient d'être connues. Et moi, mon angle d'approche, ça a été au-delà du bijou de scène, ça a été vraiment le bijou orientaliste. C'était important pour moi de non seulement de travailler sur qu'est-ce qu'un bijou de scène, aucun travail n'avait jamais été fait sur le sujet, je me suis vraiment renseignée au maximum. Au-delà de la France, il n'y avait pas eu de travail scientifique universitaire sur le bijou de scène. Donc j'ai dû définir ce qu'était le bijou de scène. Et c'est pas seulement de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'artisanat, c'est une histoire culturelle. Comment il est utilisé, c'est presque de l'anthropologie. Qu'est-ce qu'un bijou de scène pour l'acteur qui le porte, pour la danseuse qui l'utilise, enfin, il y avait toute cette dimension. Mais au-delà de ça, j'ai souhaité y ajouter toute une dimension stylistique. Du point de vue, j'ai choisi le style orientaliste, qui était très prégnant au 19e siècle. Et dans le style orientaliste, il y a à la fois la redécouverte du passé, de l'Antiquité, et toute la dimension coloniale, puisqu'on est vraiment dans cette époque de l'impérialisme européen, français, britannique, sur des pays qu'on appelle entre guillemets l'Orient, et je me suis vraiment attachée à analyser comment on représente un oriental sur scène, avec des guillemets partout, au 19e siècle, à l'époque du colonialisme, à travers son costume et ses bijoux. Est-ce que tu as été surprise de la façon dont on voit l'Orient, dont on voit tout ce monde qui est quand même assez loin et très des fois porteur d'images un peu qu'on trouve maintenant perturbantes, parce qu'on n'a pas stigmatisé, mais on a identifié d'une manière assez comment je pourrais dire le mot on a stigmatisé un continent ou l'Orient ou l'Afrique ou les choses comme ça. Toi, est-ce que tu as pu percevoir ça, ce regard comme ça d'Européen, de Parisien, Mais complètement, c'est là tout l'intérêt de l'orientalisme et de son étude aujourd'hui, et non pas de sa non-étude comme le voudrait la cancel culture qui est beaucoup à la mode aujourd'hui, et je me dresse face à cela parce que c'est trop important d'étudier les choses même si elles nous dérangent. Ça c'est c'est un grand point. Hein. C'est tout à fait ça. Il y a des choses qui nous dérangent, il faut qu'on assume et qu'on accepte de les voir en face pour ne pas les reproduire, pour réussir à les dépasser. Mais ça c'est une autre question. Mais oui, évidemment, j'ai été confrontée au-delà de l'orientalisme et du racisme ou de l'antisémitisme, qui est une forme de racisme, face aux orientaux, dans les représentations que j'ai pu analyser. Au-delà de ça, on a également la misogynie. Lorsque c'est une femme orientale, c'est double peine, si on peut dire. Et quand on parle de bijoux, souvent, on parle de féminité. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. À l'époque de la femme fatale, tournant du 19e, 20e siècle, il suffit que ça soit une Dalila, l'amante de Samson dans la Bible, pour qu'elle soit complètement sexualisée, hyper sexualisée, désirable mais en même temps terrifiante. C'est un manipulatrice. Et ça va vraiment dans l'air du temps et toute la vision qu'on peut avoir de certaines femmes, notamment je pense aux grandes horizontales, aux cocottes de l'époque, qui sont des courtisanes de luxe qui approchaient les puissants du monde. Les présidents de la République, les rois, banquiers. Et voilà, tout se mêle, tout ce monde se mêle, et le bijou cristallise vraiment toute cette époque. C'est une sorte d'ersatz. Le bijou met en valeur, le bijou de scène met en scène toute une politique, toute une vision du monde. Oh, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. La façon dont tu le dis. Et les gens vont au spectacle, mais ils jouent aussi dans la salle. Et toi, dans cette thèse-là, comment... parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un Everest. Quand tu découvres le truc et peut-être un point de détail au début, tu dis alors, c'est les bijoux de scène, un peu avec le côté orientaliste, mais une fois que tu plonges dedans, j'ai l'impression que quand même ça peut être... On s'arrête jamais. Voilà, c'est ça. Ça a l'air... Le temps que j'y ai passé, et donc, le nombre de pages que j'y ai consacrées.
concrètement, une thèse peut se faire sur plusieurs années. Ça, je n'ai pas de choses. Enfin, je ne le sais pas. Alors là, on est sur une thèse de sciences humaines, d'histoire de l'art. On n'est pas sur une... Je ne minimise absolument pas les thèses scientifiques, on va dire scientifiques. Je connais pas. Moi j'ai plusieurs amis qui ont fait des thèses de médecine, des thèses de pharmacie, mais c'est des thèses qui sont plus de format mémoire pour nous, pour les historiens, qu'on fait en une année sur un sujet. En plus, ils sont payés pour la faire, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est très différent comme rapport. Ils font une recherche qui est utile suite à une commande. Ah, ok. Nous, c'est pas pareil. Ah, pas du tout. Oui, non. Ça peut être une collaboration avec une entreprise. Ça peut être une maison de haute joaillerie qui veut qu'un étudiant travaille pendant 3 ans, 4 ans en le payant sur ses archives. Ah et oui, ça peut être une thèse ça existe. rémunérée, ça existe. Ok. C'est assez rare, mais ça existe. Mais dans mon cas, non, c'était vraiment un sujet que j'ai composé parce que j'avais cette passion déjà pour les mondes orientaux, que ça soit ancien ou plus moderne. Pour le costume, pas encore pour le bijou. Le bijou, c'est vraiment arrivé quand j'ai découvert cette collection à l'Opéra Garnier. C'était une évidence. Je pouvais pas les laisser dormir, il fallait que je... Fallait sauver le monde là. Ouais, il fallait les faire parler. Et en voyant qu'un tiers à peu près de cette collection énorme de bijoux de scène conservés était de style oriental, comme je l'ai identifié, orientaliste, je me suis dit c'est l'occasion de les faire parler, de les étudier. Alors, donc, comment tu amènes ta thèse là-dessus? Tu parles des recherches que tu as faites, tu parles du style, tu parles de l'époque, tu parles... comment tu l'axes quand tu en discutes? Enfin, pas une sorte de plan, mais quel est le... Parlons de mon plan. Oui, peut-être. Moi, ça me permettrait de comprendre. Oui, exactement. Ma thèse est divisée en 3 grands chapitres, 3 grandes parties. La première est vraiment consacrée à l'artisanat du bijou de scène. Qu'est-ce qu'un bijou de scène? À quoi ça sert? Qui le fabrique? Comment? Et comment est-ce qu'il est porté? C'est vraiment toute une partie qui est assez importante au niveau de la quantité. Qu'est-ce qu'un bijou de scène? Voilà, ça n'a jamais été défini avant, comme je le disais précédemment. Donc c'est une partie indépendante sur ça qui pose les bases, au-delà du style, de tout style. Je parle beaucoup des costumiers qui vont dessiner ces bijoux, je parle des bijoutiers qui vont les fabriquer, je parle des fournisseurs qui vont agrémenter ces bijoux de fleurs, de textiles, de matières, de matériaux, d'estampes métalliques. C'est tout un microcosme, un univers qui est essentiellement localisé dans le Marais, à Paris, le centre de Paris, du côté du faubourg du Temple, de République. C'est vraiment tout cet espace du... Il y a 1000 métiers là-dedans. 1000 métiers. Il y a aussi des accessoiristes, il y a aussi des cartonniers, il y a plein de métiers différents. Donc ça, c'est vraiment toute la première partie que j'ai étudiée. Deuxième partie, je me suis dédiée complètement au style orientaliste, au pluriel, avec toute une première section sur les styles anciens, issus de l'Antiquité, et les styles plus modernes, plus coloniaux, plus contemporains de mon sujet. Ok, tu fais une différence. Il y a une différence. Il y a une différence Troisième visuelle. Partie, pour finir, une partie qui est beaucoup plus esthétique, on va dire, qui est plus philosophique, avec des réflexions sur le faux, par exemple en bijouterie. Pourquoi on parle de bijoux en faux? Pourquoi on dit que le bijou de scène n'est pas un vrai bijou? Ça me hérisse quand je l'entends, puisque c'est un bijou qui est réalisé, surtout à cette période-là, par des artisans exactement de la même manière que de véritables, on va dire, bijoutiers en fin, en matériaux précieux. Donc vraiment, j'interroge toute cette question de vrai et de faux dans la bijouterie. Également certaines affaires intéressantes de l'époque, comme l'histoire de la tiare de Saïta Farnèse, qui a été un grand scandale à la toute fin 19e siècle au Louvre, d'un faux, un casque en or, soi-disant site, qui a été acheté par le musée du Louvre et qui se révèle être une véritable supercherie. C'était un faux qui a été designé, créé comme un faux, vieilli volontairement et acheté comme un original antique par le Louvre. Et en fait, c'était une supercherie. Donc j'ai travaillé sur ça. J'ai aussi travaillé sur la notion de kitsch, que je souhaitais vraiment défendre parce qu'elle est souvent mésestimée, et souvent le bijou de scène est associé à quelque chose de kitsch. Le bijou de cabaret aussi, quelque chose d'exubérant, de... grossier peut-être, ou de volume, dans le volume et dans la visualisation. C'est ça. Ah, ok. C'est ça. On dit que le kitsch, c'est le luxe des pauvres. Et la scène, en effet, avec peu de moyens, on peut donner l'impression qu'une simple actrice va être une grande reine de l'Antiquité biblique,
Voilà, c'est tout un... Donc le kitsch est important pour moi, ça a été défini au 19e siècle, à l'époque de Louis II de Bavière. Ça a commencé à être défini, et par la suite également au 20e siècle par des historiens et des philosophes allemands, voilà, qui ont eu toute une réflexion autour du kitsch et de son évolution esthétique. Et pour terminer cette dernière partie, plus esthétique et de réflexion philosophique autour du bijou de scène, j'ai réfléchi notamment aux questions d'appropriation culturelle, qui est un sujet très à la mode aujourd'hui. Voilà. Et moi, je prône vraiment ce que j'appelle l'inspiration. Les bijoutiers européens, les costumiers européens ont tout à fait le droit de s'inspirer de cultures autres, étrangères, pour créer, pour renouveler leur création. Et on ne peut pas forcément y voir un pillage culturel et un rapport de force de domination coloniale. C'est pas aussi simple. Non, je dirais que c'est pas aussi simple, parce que regarde, VCA, Cartier, etc. se sont inspirés de l'Égypte, de la Chine, du Japon, sur leurs petites minaudières, sur les bijoux qui étaient même un peu plus gros sur les broches. Pour autant, ça n'enlevait pas de la valeur à la culture originelle. Voilà. Alors oui, peut-être que on a mélangé un peu des fois des mondes, C'est pas grave, mais c'est la création. C'est drôlement vaste. C'est presque socialement, ça interpelle beaucoup, je trouve. Même si on est dans l'histoire, même si on est dans sur un bijou, sur des choses comme ça, je trouve qu'il y a une sorte de prisme qui peut s'ouvrir un peu plus important sur le monde que l'on vit actuellement. Et moi, je trouve ce parallèle. En tout cas, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. On n'est pas que il y a très très longtemps, il y a que dans un théâtre ou des choses comme ça. Non, je trouve qu'il y a une... Ça résonne avec notre époque aussi. Il me semble, Anaëlle, comment ça se fait ? Parce que le monde est cyclique, et je pense que Paris, j'ai une sous-partie de ma thèse que j'ai appelée Paris 2000, Paris 2010, qui ferait écho à Paris 1900. Le monde spectacle, la ville spectacle, la ville des expositions universelles, le monde qui se précipite à Paris pour y voir les dernières nouveautés de l'industrie, le voyage qui se démocratise, les gens qui peuvent avoir accès aux horizons lointains alors qu'avant c'était réservé vraiment à une élite. On a quelque chose aujourd'hui avec EasyJet, je ne sais pas si on veut faire des parallèles, mais il y a beaucoup de parallèles. A été plutôt raccourci, et peut-être on fait plus de mixité sur beaucoup de choses. Et puis on a les yeux ouverts sur ce qui se passe ailleurs. Tout à fait. Déjà, pour commencer. Là, ça, c'est ton sujet de thèse. Donc oui, je t'ai vraiment présenté les 3 grandes parties qui la composent, les 3 grands axes de réflexion. Et voilà, c'est une grosse thèse que je compte publier prochainement. J'espère, parce que ça doit être intéressant, ça. J'aimerais la publier sous la forme de différents ouvrages, parce que c'est assez gros et il y a plein de sujets différents. Donc voilà, il faut que je réfléchisse de quelle manière. Et tu le présentes à qui ? Quand on présente une thèse, on la présente face à qui ? Ça, je sais pas bien. Une thèse de doctorat, on la présente face à un jury qui est composé d'autres universitaires. Alors moi, j'ai eu la chance de compter 6 universitaires dans mon jury, ce qui est assez important, et qui étaient d'horizons très différents. Il y avait un spécialiste de l'histoire du théâtre au 19e siècle. Oui, donc il connaît bien ce domaine-là. Tout à fait. Il y avait 2 professeurs qui sont spécialisés sur les arts décoratifs et qui se spécialisent sur le bijou. Il y avait ma directrice qui est une grande spécialiste de l'orientalisme artistique au 19e siècle. Donc vraiment, comment on représente les orientaux dans la peinture, dans la sculpture, dans les arts visuels. J'avais également un spécialiste de littérature de spectacle, 19e siècle, qui est absolument passionnant. Et pour terminer, un historien qui s'intéresse à beaucoup de questions diverses, et notamment la question des femmes voyageuses, ou d'autres thématiques au 19e siècle. Et toutes ces personnes aux profils très différents ont justement trouvé dans ma thèse un bout de leur spécialité, quelque chose qui résonnait en eux, dans leur recherche. Et voilà, ma thèse va vraiment piocher dans plein de directions différentes pour créer un tout cohérent. Et c'est ça que j'aimerais partager par la suite, continuer de partager à travers des conférences, des documentaires, des livres.
des ouvrages. Quand on soutient une thèse comme ça, c'est toi qui la présentes. Elle a duré combien d'heures, en vérité? Ma soutenance de thèse a duré 4 heures ou 4 heures et demie. C'est très très long. Chacun des jurys a lu à son exemplaire de ma thèse que je lui ai imprimée, a lu et fait des remarques. Et il me présente ses remarques et je réponds. Ok, tu discutes. Il y a un sujet de discussion après. C'est ça. Et donc c'est ce qui explique que c'était si long. Mais c'était passionnant. C'était une très belle soutenance, passionnante. Et j'ai emmené des bijoux sur des mannequins qu'une amie bijoutière m'a aidé à transporter des bustes. Et j'ai pu présenter donc certains bijoux de ma collection. Bijoux de scène que j'avais achetés en galerie du début XXe siècle et bijoux orientaux également un peu anciens que je possédais. Et j'ai pu faire comme ça un mannequin avec des bijoux orientaux et un mannequin avec des bijoux orientalistes face à face, intéressant. à côté de moi pendant la soutenance, qui me portait chance et qui était près de nous et qui permettait de matérialiser ce sujet de papier. C'est ça. Et en plus, quand on l'a en visuel, on capte mieux peut-être les choses. J'entends. Au-delà des illustrations très nombreuses de l'ouvrage. C'est ça. Entre le travail de bibliothécaire que tu as dû faire, ça a dû être impressionnant. Là, à partir de maintenant, comment tu axes ta vie? Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es toujours dans les musées? Est-ce que tu es en dehors des musées? Comment tu vois les choses? Alors, j'ai passé des années à travailler sur les voyageurs, sans vraiment voyager moi-même. Donc c'est mon tour. Je voyage en Orient ponctuellement, de façon encore avec des guillemets, puisque je vais beaucoup au Maroc. Je vais également beaucoup en Israël. Et c'est des régions que j'essaye de connecter par mon travail, parce qu'elles ont beaucoup de liens intéressants à développer, et notamment à travers le costume et la bijouterie. Encore une fois, c'est ton prisme, c'est ta vision, ton prisme, et l'artisanat. Ouais, et tu arrives à le faire vivre. C'est pas juste une thèse, quoi. C'est pas juste un truc qui a été écrit et qui date. Voilà. Elle évolue, elle se métamorphose en fait avec le temps. Et voilà, là, les questionnements qui m'occupent sont beaucoup l'Afrique du Nord. C'est vrai que c'est. Qu'est-ce que tu fais avec le Maroc? Quel est le lien entre Maroc et Israël au niveau et avec le troisième point, les bijoux. Les bijoux. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Eh bien, je travaille avec des collectionneurs, avec des musées qui ont des collections d'artisanat en Europe ou en Israël ou au Maroc et qui essayent de les exposer, de les faire voyager comme ça, de diffuser un petit peu la culture de l'artisanat ancien marocain particulièrement. Et voilà, de le présenter au public, de faire en sorte que cet artisanat ne disparaisse pas complètement, puisque maintenant avec la mécanisation, enfin les machines, l'industrialisation du travail, c'est un artisanat qui se perd, les savoir-faire se perdent, ils ne sont plus transmis aux jeunes réellement. Éventuellement, le monde du luxe se permet de former encore des personnes sur ces techniques. Mais donc oui, je cherche à continuer ces recherches et ces réflexions sur le bijou oriental, les perceptions entre pays. Et est-ce que ces musées-là ont bien gardé tous ces savoir-faire, ont bien mis et veulent mettre en évidence dans leur musée les bijoux? Parce que de ma culture personnelle, quand je vais dans un musée, on en a déjà parlé, peu de fois, il y a des bijoux ou alors il faut les demander et on dit alors c'est derrière la porte, les machins, c'est la 3e salle au bout. Ok, bah c'est dommage parce que le bijou est quand même un signe des temps. La première forme d'art, même, on peut le dire quand même. On retrouve des bijoux. C'est bien quand tu le dis, toi. La préhistoire. Exactement, et pour autant dans les musées, des fois ils sont parents pauvres, ce qui est pour moi un petit peu gênant. En France, voilà, parce que à côté de ça, l'étranger, tu as des salles qui sont un peu plus remplies, et notamment dans des pays comme l'Angleterre, etc. Mais bon, après, c'est peut-être ça parce qu'ils ont la famille royale, ça compte, voilà. On est dans un pays très démocratique, très populaire. Ah oui, alors donc le bijou, non, ça c'est moins exposable. Comme on l'évoquait ensemble précédemment, peut-être aussi le bijou est souvent associé au féminin. Et
Et donc c'est un moi grand encore. combat, les artistes femmes dans les musées encore aujourd'hui. Donc Oui. évidemment, l'art de la coquetterie, l'art du paraître, l'art du superflu, comme le bijou peut l'incarner, malheureusement encore aujourd'hui dans l'imaginaire Donc on collectif. considère que c'est un art mineur, que c'est... Les arts décoratifs sont vus comme des arts mineurs depuis bien longtemps, mais de plus en plus, maintenant, ces dernières années, ces dernières décennies, évidemment, ils sont mis en avant. Mais ça a toujours été le parent pauvre de l'histoire de l'art, et le bijou en particulier. D'accord, ok. Mais il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'expositions maintenant à Paris. Il y a un très très grand succès à chaque fois. Les maisons de haute joaillerie ouvrent leurs portes, ont des services patrimoine qui valorisent. Ils font des expositions aussi. Hein. On s'est rencontrés plus d'une fois à toutes ces expositions. Et c'est vrai que ça donne un sacré focus et un sacré bout de sang sur justement ces merveilles. Et pour te répondre, juste pour terminer ce point concernant les bijoux, l'exposition des bijoux en musée, on parlait de Paris, on parlait de la France, qui progressivement donne sa place, à l'image de l'Angleterre peut-être ou des États-Unis, donne sa place aux bijoux parce qu'on a de magnifiques spécimens de bijoux anciens historiques à présenter. Mais quand je pense au Maroc, par exemple, évidemment, le Maroc expose ses bijoux, les bijoux berbères, beaucoup, qui sont vraiment aimés, connus, qui ont été beaucoup diffusés grâce à Pierre Berger et Saint-Laurent aussi en France et en Europe. Ils avaient une très grande collection. Il faut distinguer vraiment au Maroc les bijoux ruraux, des campagnes, on va dire, les bijoux berbères, des bijoux citadins. Et la différence, c'est qu'il y a les bijoux en argent et les bijoux en or. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, il y a cette volonté de la part des Marocains de valoriser leur savoir-faire artisanal dans la joaillerie, dans la bijouterie, entre ces bijoux citadins et ces bijoux ruraux. Et on en retrouve absolument partout au Maroc dans les musées. Il y a toujours des bijoux qui sont présentés. Et en Israël, je pense en particulier au magnifique musée de Jérusalem, qui s'appelle le musée d'Israël à Jérusalem, qui est un département ethnographique où sont présentés une série de costumes traditionnels orientaux, des pays orientaux, de la Méditerranée, et leurs parures. Et c'est absolument magnifique. Et c'est des parures anciennes, des parures 19e siècle, 18e siècle, de différents pays. Ça peut être l'Afghanistan, ça peut être l'Égypte, ça peut être la Turquie, l'Inde, l'Éthiopie, le Maroc. C'est sublime. Et eux, ils présentent avec fierté cet ensemble de bijoux, associés aux costumes que portait C'est surtout des costumes de mariés, en fait, de mariés traditionnels des pays orientaux. Voilà, j'ai dans la tête une personne qui m'a parlé des robes d'or des mariés d'Afrique du Nord. Est-ce que ça te parle? D'or? Quand tu dis d'or, je pense de mailles d'or. C'est ce qui est beaucoup fait en Afrique du Nord, c'est les broderies, ce qu'on appelle la sfifa. C'est vraiment du fil d'or qui est travaillé avec un fil de soie en broderie, en passementerie en fait, c'est de la passementerie. Okay. Comme les brodeuses d'or que je connais à Paris. Voilà. Mais dans cet artisanat marocain ou algérien ou tunisien qu'on peut retrouver dans l'Empire ottoman, c'est vraiment un magnifique... Toi, actuellement, tu travailles pour ces musées-là. Est-ce que et sur Paris, quel est un petit peu ton projet sur Paris? Que fais-tu? Alors sur Paris actuellement, depuis quelques mois, comme je te disais au début de notre entretien, j'ai rejoint l'école des arts joailliers en tant que professeur d'histoire du bijou. Je donne donc des cours pour initier les étudiants, les passionnés, les curieux à l'histoire de la bijouterie et de la joaillerie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, autour de thématiques très différentes. Et donc voilà, j'ai cette casquette, on va dire, de professeur. J'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup rencontrer les gens, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup... Je veux pas donner un savoir de façon didactique et déconnectée de l'autre. J'aime échanger. Et donc c'est vrai que l'enseignement, et en particulier l'enseignement avec les enfants, me touche beaucoup parce qu'il y a un échange qui est possible, chacun a des bonnes idées et un enfant peut voir une chose que je n'ai pas vue et me faire changer mon regard. Et je suis tout à fait ouverte à toutes ces discussions, donc, ces échanges sur l'art. Tu fais ces suivis de conférences à l'exposition de l'école Van Cleef. Alors, je donne aussi des visites guidées, dans le cadre des expositions de l'école, en plus des cours que je propose. Je t'ai dit, je collabore aussi avec des collectionneurs privés.
avec des universitaires, avec des historiens. On fait appel à toi pour comme des missions. Comme spécialiste tout à fait du bijou génial. oriental, du bijou juif aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé donc, sur les judaïkas. Alors moi j'ai cru que c'était pas des bijoux justement, je croyais que c'était des ustensiles pendant le culte. Mais il y a aussi des bijoux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que parmi ces ornements de la Torah c'est vraiment la Bible, c'est vraiment l'objet livre, l'objet Bible, qui dans une synagogue se compose de 2 montants de bois, avec tout à fait, une on voit peau ça. qui est enroulée tout autour. L'arbre de vie, c'est comme ça qu'on appelle Etzraim, c'est les deux montants de bois de chaque côté où sont enroulés la peau de bête, ça peut être une peau de mouton, ça peut être une peau de gazelle, également dans certains pays orientaux, écrit à la main pendant des mois et des mois par un scribe très méticuleux. Donc cette Torah va être ornée pour les jours de fête, quand elle est dans la synagogue, quand elle est conservée dans la synagogue, à l'image d'une princesse, à l'image d'une mariée. Oh. Et donc elle va être enjolivée par une robe ornée de broderie. Elle va être enjolivée par une couronne qui ressemble vraiment au bijou de scène, puisqu'elle est utilisée en contexte de fête. Elle va être... je savais pas ça. Il y a énormément de choses à dire sur les judaïkas, ça serait peut-être l'occasion d'en reparler avec plaisir, mais oui, des bijoux pour la Torah. Ok. Qui sont voilà. faits. Alors là, on aura fait ce qu'on appelle un tour un vaste tour des choses qui va de l'orientalisme au bijou de la Torah, vraiment incroyable. Il y a des liens. Écoute, je propose qu'on s'arrête là, Anaëlle. Et puis je te remercie infiniment de ta patience. Beaucoup aussi, Anne. Merci et beaucoup. de ton écoute et de tout ce que tu nous apprends. Tu es un puits de savoir. Non mais en plus, tu as toute ma faiblesse parce qu'on parle de bijoux. Tu vois, et tu as des sujets où tu apportes quelque chose. Certaines fois, on est beaucoup dans le questionnement parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Toi, tu amènes beaucoup de pédagogie, d'explications, de choses comme ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, Anaëlle. Merci beaucoup, Anne. Et puis, j'espère te retrouver parler d'autres choses. J'ai hâte. Je me dis que ça ne fait que commencer. Tout à fait. À très bientôt. Merci.